Bonjour à tous pour ce webinaire. Avec les personnes qui sont présentes, qui ont pris le temps de venir sur cette salle partagée sur la plateforme Zoom. Ce soir, la proposition, c'est de vous présenter la formation sur les cueillettes au fil des saisons. Et l'idée, c'est que vous puissiez être autonome dans vos cueillettes, dans vos bonnes pratiques et dans la reconnaissance des plantes sauvages comestibles. Donc avant tout, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Emmanuelle Guilbaudot. Je suis formée à l'herboristerie depuis les années 2009-2010. J'ai fait une formation à l'Association pour le renouveau de l'herboristerie en obtenant un certificat de phytologue herboriste. Et puis ensuite, je suis allée me spécialiser et approfondir ma pratique auprès d'une école canadienne qui s'appelle Flora Medicina. Et donc, dans cette école canadienne, j'ai appris beaucoup plus sur la manière d'accompagner les personnes pour équilibrer leur santé, leur bien-être par les plantes. En France, aujourd'hui, je suis praticienne en herboristerie. C'est le terme qu'on s'est accordé pour, comme nom, en fait, pour rendre notre pratique reconnaissable et puis peut-être pour la faire reconnaître un jour dans le cadre légal français, en sachant qu'en effet, l'accompagnement, souvent, ce sont des naturopathes qui faisaient ça. Aujourd'hui, on essaye de se distinguer pour montrer justement notre spécificité des plantes, parce que dans notre formation, on apprend vraiment de la culture à la graine, à la terre, à la biologie, jusqu'à la transformation et jusqu'aux principes actifs, la pharmacognosie, l'anatomie physiologie, etc., de l'être humain. C'est des formations très complètes qui nous permettent de pousser vraiment notre rencontre avec les plantes. Donc, je vais vous faire le partage là d'une présentation. Alors, vous allez voir, je vais un peu bafouiller. Je suis vraiment entre deux eaux. Je sors de la fièvre et des virus. Vous entendez ma voix qui est encore un peu enrouée, mais je tenais vraiment à le faire quand même ce soir. Parce que j'avais déjà pris du retard il y a 3 semaines. Et donc, c'était important pour moi de commencer parce que le printemps, il n'attend pas. Mon parcours, avant d'être herboriste, j'étais dans le social et j'ai fait beaucoup de sociologie. J'ai travaillé dans les quartiers auprès des jeunes en situation de marginalité, de délinquance, hein, et auprès de leur famille aussi. Et il était évident pour moi que je ne pouvais pas pratiquer l'herboristerie toute seule. J'avais besoin de la partager et la partager, c'était dans un contexte où je cherchais un peu comment exercer et c'est pour ça que je suis arrivée vers l'économie sociale et solidaire, l'ESS, sur Nantes notamment, où je me suis installée au Solilab en 2014. Et puis ensuite, il a été clair que mon activité économique ne pouvait être que solidaire et coopérative. Donc du coup, je suis rentrée à Louvre-Boîte, qui est une coopérative d'activité, dans laquelle je suis aujourd'hui sociétaire. Mon travail fait que je fais de l'accompagnement en herboristerie individuellement auprès des personnes ou qui vont venir avec des problèmes physiques ou des problèmes émotionnels qu'on va essayer d'équilibrer par les plantes et puis par des changements, des transformations et par le regard de différentes médecines traditionnelles telles que la médecine chinoise. Je fais des ateliers en fait auprès des personnes, donc ça va du public des centres socioculturels dans les quartiers au public d'entreprises ou au public des collectivités.
Et puis, ben, ça me tient à cœur aussi de continuer à œuvrer sur les quartiers. Et c'est pour ça que je me suis associée pendant quelques temps là, sur l'association Environnement solidaire à Bellevue, qui est un quartier nantais, pour continuer à œuvrer aussi et à jardiner en bas des immeubles. Parce qu'après le Covid, on a vu ce syndrome important de manque de nature qui est arrivé pour tout le monde. Et pour moi, il est clair que la nature fait partie de l'équilibre de notre santé mentale. Donc, si vous êtes là, je pense que vous imaginez la même chose quand je vois les personnes qui sont présentes. Je pense que c'est pareil pour vous. Alors, je vais vous raconter mes souvenirs de cueillette sauvage et peut-être que vous allez m'en raconter quelques-unes, si vous avez envie de raconter. Moi, j'ai grandi au Corbusier, donc dans un grand immeuble de béton, un village en plein ciel, mais c'est du béton armé avec des jolies couleurs de toutes les couleurs, et un parc surtout d'1 hectare en bas, et des grands-parents qui avaient un jardin sur Pornic, en tout cas dans la campagne de Pornic, pas sur le bord de mer. Et donc c'était quand même une tradition en fait familiale de cueillir. Familiale parce que bah, on est des petites gens, c'est des paysans qui, comme beaucoup, sont arrivés dans les villes. Et puis on trouvait du travail. Donc mon grand-père était peintre, ma grand-mère était nourrice agréée, mais ils avaient pour boucler leur fin de mois un jardin dans lequel ben, ils adoraient cultiver et puis surtout partager. Donc ben, les cueillettes, au-delà du jardin, quand on allait à Pornic justement, eh bien on allait chercher ensemble la mâche sauvage. Et là, je vous raconte l'histoire de la mâche sauvage de Mamie Thérèse parce qu'elle est incroyable. Elle avait une dégénérescence maculaire et malgré tout, elle réussissait à voir la mâche sauvage. Donc, elle était assez extraordinaire, cette grand-mère. Et puis, évidemment, les bonnes confitures de mûres, les salades de pissenlit, là, qui étaient moins appréciées quand on était gamin, avec les œufs durs pour nettoyer nos foies. Et puis, bah, ce que je racontais, ce que j'ai fait ce matin aussi, c'est d'aller chercher les feuilles de laurier fraîches qu'on rajoutait dans l'eau de cuisson de nos pêches à pied de fruits de mer, hein, parce que bah, il y avait toujours des fruits de mer avariés, donc on était sûr que le laurier allait être un antipoison. Et puis évidemment, il y avait toutes ces mises en garde aussi sur les plantes qui étaient toxiques, et notamment la digitale qui était magnifique, avec laquelle on avait envie de jouer, mais qui était bien sûr toxique. Et puis, dans ce jardin de mes grands-parents, je me rappelle de mon grand-père aussi qui mangeait les nèfles quand ils étaient blettes. Là, moi, je voyais, quand j'étais gamine, un grand-père qui mangeait des fruits pourris. Je trouvais ça dégoûtant. Mais bon, c'était pourtant super bon pour lui. Et dans ce jardin, ben, il y avait encore de l'arbousier, de l'ortie, de l'amour en cage. Ma grand-mère savait que ça s'utilisait, mais elle savait plus à quoi ça servait. Alors qu'elle avait cueilli pour Yves Rocher, la Gacilly, à la Gacilly, en fait, quand elle était plus jeune, à l'âge de 12 ans. Elle cueillait déjà les plantes médicinales, donc ça fait partie un peu de la lignée familiale. Donc, bah, du coup, si vous avez envie d'intervenir, là, j'aimerais connaître votre vous, ce qui vous vraiment vous vient à l'idée quand vous parlez de plantes sauvages comestibles. Quelle est la plante sauvage qui vous plaît? Est-ce que vous avez envie de partager? Alors, soit dans le chat, soit en mettant votre vidéo, en prenant la parole. Alors, sans être très très long, qui c'est qui aurait envie de partager, de raconter une plante sauvage qu'il aime particulièrement? Personne, vous êtes tous très timides. Ok. Ah, j'ai un petit message en bas. Il n'y a pas de problème, hein, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Le trèfle violet, Caroline. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle te fait, ce trèfle violet? Non, C'est mais ça, des... c'est le délire. Tu sais, quand t'es enfant, t'allais cueillir ça et tu suçotais ces petits machins violets qui étaient tout Ouais. sucrés, quoi. Ah, super, ouais, carrément. Ah,
Eh bien oui, oui, le trèfle violet, une belle plante. Le pissenlit, toi aussi, Didier. T'aimais bien l'amertume du pissenlit? Ouais, et puis le pissenlit, l'intérêt, c'est qu'on mange tout. La gelée de pissenlit, là, la confiture, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, ça ajoute. Ah, ok, la cramaillotte. Ouais, c'est ça, ouais, c'est extra bon. Super. Le sureau pour ami. Ouais. Tu le manges en beignet, ami? Non, ben, je récolte des fleurs, Ok, je vais sécher. Et très puis, bien. si j'aime bien faire les sirops. D'accord. Le champagne, le champagne dessus. Euh, le champagne des fées. Oh, super. Ok. Donc, bah oui, oui, on a fleurs d'acacia pour Carole. Comment tu les prépares, Carole? Nous, c'était pour aller faire des beignets. Ok. Donc, c'était voilà un souvenir d'enfance. J'habitais à la campagne et avec ma sœur, on prenait nos vélos aux premières fleurs d'acacia et on allait en remplir des sacs. Et après, on rentrait à la maison et on faisait des beignets. Oh, génial. Super. C'est des bons souvenirs, ça. Mm, mm. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on a tous, quelque part, le souvenir d'une cueillette, d'une récolte avec ses parents, ou seul, ou avec ses grands-parents, ou transmis par d'autres personnes de notre entourage. Et même quand on a grandi en ville, on a quand même ces souvenirs-là qui peuvent apparaître parce qu'on est parti en vacances, parce qu'on a découvert un oncle, une tante, quelqu'un qui nous a transmis. Donc c'est génial. Et je vous fais intervenir parce que je vais continuer bien sûr le partage et vous présenter la formation, mais ma manière de faire, c'est pour ça que je tiens à ce que ce soit comme ça en fait sur une classe en webinaire ensemble, c'est que j'aime que ce soit interactif et qu'on imagine qu'on est dans une même classe, dans une même place et que vous puissiez du coup communiquer, raconter et évoquer vos souvenirs. Parce que la meilleure manière pour moi d'apprendre, c'est par l'expérimentation et c'est par le fait justement de rendre vivant ce rapport aux plantes qu'on va pouvoir rencontrer. Donc vous allez voir que la botanique, c'est pas toujours très fun, c'est pas toujours très rigolo. Ça me fatiguait quand il fallait faire de la botanique et j'essayais de comprendre le langage et je dis c'est pas possible. Je vois Céline qui sourit parce qu'elle est en pleines études et que c'est fatigant. Mais oui, du coup, bah, la botanique, c'est plus fun quand on la partage et puis qu'on y ajoute et qu'on y associe des souvenirs sympathiques. Et puis, évidemment, quand on va en sortie, puis qu'on va cueillir la plante directement dans le champ et qu'on la regarde, qu'on la touche, qu'on la goûte, qu'on la sent, eh bien là, on a toutes les perceptions en fait qui reviennent en place et qui viennent aussi, comment dire, réactiver notre connaissance ancestrale de ces plantes sauvages. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre histoire, on a tous été à un moment cueilleurs et que nos ancêtres d'il y a très 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 longtemps étaient cueilleurs et se nourrissaient de tout ce qui était sauvage. Et donc, ce sont des phytonutriments. Et là aussi, quand on comprend ce que contiennent ces plantes sauvages, eh bien, on a vraiment très envie de les remettre à l'honneur pour tous les minéraux et toutes les vitamines et tous les oligo-éléments dont lesquels ils sont chargés. Donc là, je vous ai mis trois plantes. Donc, première plante, la fameuse ortie, Urtica dioica, de la famille des urticacées. Donc, une protéine végétale extraordinaire, 8 acides aminés, du magnésium, du calcium, de la vitamine C. Elle va nourrir le sang par sa richesse en fer. C'est une plante qui est comestible, donc on va pouvoir manger ses jeunes feuilles, ses graines. Et puis avec, on va pouvoir faire un beurre d'ortie, on va pouvoir faire des soupes, des quiches, des tartes, des gâteaux, des smoothies, des pestos. Mais on
va mettre quelques petites précautions sur l'endroit où on va aller le cueillir. On va aller cueillir l'ortie parce qu'elle est nitrophile. Ça veut dire qu'elle aime les endroits où il y a beaucoup de nitrates. Donc, elle est bioaccumulatrice de métaux lourds. Ça veut dire que cette plante-là, elle est aussi capable de récupérer tous ces métaux lourds qui sont dans le sol. Donc, évidemment, si l'ortie aime les sols pollués, on va éviter de manger une ortie qui est polluée. Alors, vous voyez un rectangle noir sur le bas du diapo. Ouais, ok, je vois. Je vais mettre ça. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Ensuite, on a en deuxième place le cynorhodon. Donc, cynorhodon, c'est une catastrophe pour l'écrire. CYNODRODHON. Mais c'est tout simplement le fruit de l'églantier, Rosa canina. Donc, c'est un arbuste, en fait, de nos haies. Alors, évidemment, aujourd'hui, on replante les haies, donc c'est génial, mais avec le démembrement et l'agrandissement des parcelles depuis les années 70-80, là, ça a été une catastrophe dans les champs. Mais on avait réussi quand même à laisser dans ces haies l'églantier. Et donc, l'églantier, il va pousser plutôt dans des sols qui sont calcaires, mais bon, on le trouve un peu partout. Son fruit, c'est au moment de l'hiver qu'on va le cueillir. Il va se ramollir, comme je vous parlais des nèfles qui étaient blettes. Donc du coup, il se ramollit, il devient un petit peu, il n'est pas pourri, mais voilà, et on va appuyer dessus et il va sortir un peu comme du ketchup naturel. Et son fruit est très très riche en vitamine C, en antioxydants. Il contient des vitamines A, B, K, P, enfin plein de sels minéraux. Ce qui est incroyable sur cette plante aussi, c'est que c'est ce qu'on appelle le poil à gratter ou le gratte-cul. Donc, vous imaginez bien que les poils de ce fruit-là, moi j'en ai fait l'expérience quand j'étais plus jeune. Mes copains quand vous partez à l'école, qui vous mettent ça dans le dos et puis toute la journée à l'école, vous vous grattez parce que c'est horrible. Mais quand arrive l'hiver et que ça se ramollit, eh bien les poils ne sont plus irritants de la même manière. Donc on va le passer bien sûr pour faire une super confiture, mais du coup on va pouvoir aussi le manger directement comme ça sur l'arbre. Donc c'est plutôt génial. Excusez-moi. Et puis, troisième plante sympathique, là on voit sa fleur. La fleur qui a inspiré la bande velcro, c'est la bardane, Arctium lapa, la famille de qui? Des astéracées. Et donc, Arctium lapa, la bardane, c'est plutôt sa feuille et sa racine qu'on va aller récolter. Donc, la racine, on va la récolter à l'automne, quand l'énergie de l'automne ramène l'énergie vers le bas, quand les feuilles tombent. Donc on verra un petit peu les différentes saisons et à quel moment on récolte chaque partie de plante. Et donc c'est riche en inuline, c'est très intéressant pour les diabétiques, pour plein de gens, pour les gens qui ont des problèmes de microbiote intestinal. Et donc la tige de bardane au printemps, elle est aussi très bonne. Et c'est une racine qui est pivotante. Donc, pivotante, ça veut dire que c'est une racine qui va très profonde dans le sol et qui vient décompacter le sol. Donc, voilà un petit peu ces trois plantes. Donc, les plantes sauvages, ça désigne les plantes spontanées qui ne sont pas directement issues d'une mise en culture. Ça veut dire que les graines, elles sont dans la terre depuis des milliers d'années. On peut bien sûr les mettre en culture et on a intérêt à les mettre en culture pour certaines parce qu'elles ont été beaucoup trop cueillies, beaucoup trop récoltées en masse. Et donc, du coup, elles deviennent fragiles et rares. Donc, c'est important de voir que ces graines,
elles sont dans des espaces où on va pouvoir pratiquer de la cueillette. Donc, ça veut dire qu'on vérifie le milieu dans lequel elles poussent. Et puis, souvent, c'est des milieux, normalement, qui n'ont pas été trop modifiés par l'activité humaine. Mais sachez que moi, je suis en ville, à Saint-Herblain, et que je cueille mes plantes dans le Val de Chésine, dans les prairies autour, dans un milieu urbain. Mais un milieu urbain qui respecte les règles de ne pas utiliser de phytosanitaires, qui respecte l'importance de mettre du bois, de laisser les feuilles, enfin voilà, qui est dans un respect complètement de la biodiversité et donc du coup qui favorise une grande prolifération de plantes sauvages comestibles. Donc les plantes sauvages, eh bien, quand on va les regarder, on va regarder l'environnement dans lequel elles poussent. Donc là, il peut y avoir différents types d'environnements, les rocailles d'altitude, les falaises, les tourbières, les dunes, les prairies, les plaines, les bords de rivières, de fleuves, d'océans. On va évidemment regarder la saison à laquelle elle va pousser, parce qu'elle ne sera pas forcément intéressante à toutes les saisons. Au printemps, vous devez regarder en ce moment-là, au printemps, on est vraiment sur le bourgeon qui sort, qui est en train de casser sa carapace. Alors peut-être un peu trop tôt si on a dégelé demain, mais voilà, le bourgeon commence à avoir cette information des jours qui rallongent, de la lumière, et donc il va pouvoir développer ses feuilles pour faire un panneau solaire pour faire de la photosynthèse. Et puis, on va pouvoir ramasser les jeunes pousses qui sortent de terre. Et là, c'est l'abondance, hein. J'ai été me balader ce matin pour regarder. C'est vraiment très chouette. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, et notamment nos jeunes pousses de pissenlit, nos jeunes pousses de gaillet. Enfin, c'est super. On va pouvoir se récupérer après nos virus, se reminéraliser. Et puis après, l'été, on est plutôt sur encore des feuilles, mais plutôt la période des fleurs. Et puis, à la fin de l'été, la période des graines, qu'il est intéressant de ramasser au fur et à mesure si on veut conserver les graines telles qu'elles sont. Et l'automne, c'est une énergie qui va redescendre en terre, donc on va plutôt aller vers encore les feuilles, les baies quand on arrive en début d'automne. Et puis à la fin de l'automne, quand tous les arbres ont perdu leurs feuilles, on va plutôt aller vers la cueillette des racines. Et puis l'hiver, alors tout dépend de la région dans laquelle vous êtes, mais on va aller sur les feuilles. Normalement, il n'y a plus de feuilles, mais on a encore des feuilles d'ortie qui peuvent être encore intéressantes, des feuilles de plantain dans certains coins, des feuilles d'oseille. Là, il y en avait pas mal cet hiver. Et puis surtout encore les racines. Mais normalement, l'hiver, on profite du froid pour être en dormance. Donc, on a de moins en moins de froid quand même. La plante sauvage, c'est pareil, c'est une partie de plante qu'on va ramasser. Donc, on ramasse soit des racines, soit des tiges, soit des écorces, soit des feuilles, soit des bourgeons, soit des fleurs, soit des fruits, soit des graines. Et selon cette partie de plante, il y aura des principes actifs qui seront différents. Et donc, ça n'aura pas la même activité, la même action sur notre corps. Et puis, le mode de conservation, eh bien, l'idéal, c'est de les manger fraîches, mais évidemment, on ne les a pas toute l'année fraîches. Donc, on va faire des salades, on va faire des pestos, on va faire des vinaigres, des macérations, des huiles, des boissons, des lactofermentations. On va pouvoir sécher nos plantes, les faire macérer, les faire décocter. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on va voir à chaque fois qu'on va traverser les plantes et puis découvrir leurs vertus. On va aussi voir les recettes que vous pouvez avoir. Et c'est un savoir qu'on va co-construire. Moi, bien sûr, je vais vous apporter les bases, mais l'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez transmettre vos recettes et vos us et coutumes. Moi, je vais juste, avant de passer au reste, hop, vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade-là?
C'est bon? Donc, je continue. Je prendrai vos questions après alors. Donc, comment ça va se passer? La proposition. Ma proposition, c'est qu'on se voit sur 5 webinaires. Donc, les 5 webinaires, c'est 5 cours en ligne de 18h à 20h le lundi soir. Donc, de la même façon que vous êtes arrivés là aujourd'hui, ce sera des cours sur la plateforme Zoom que j'enregistrerai, que je ne rendrai pas public, mais que je partagerai avec le groupe sur un lien YouTube que vous aurez une fois que vous serez inscrit. Et donc, vous pourrez réaccéder au replay de ce cours après coup ou le réécouter le temps que vous voudrez, tant que vous aurez le lien, il n'y a pas de problème. Il y a 5 dates de proposées. La première, le 26 février, ensuite le 25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin. Ensuite, en option pour les gens qui sont autour de Nantes ou pas trop loin ou qui ont le courage de venir jusqu'à nous, je propose de faire des sorties pour être sur le terrain. Et là, c'est le samedi matin de 10h à midi. Donc, une première sortie va se faire à Sautron, début mars, donc le 2 mars. Une deuxième sortie à Vertou le 27 avril. Le 18 mai à Bougnay. Le 22 juin à la Chapelle-sur-Erdre. Le 14 septembre à Saint-Herblain. Et le 19 octobre à Saint-Sébastien. Donc, j'essaye d'être tout autour de Nantes pour vous montrer différents milieux, sachant qu'on est quand même en Bretagne, dans un milieu bien particulier, quand même très argileux, graniteux, voilà, très humifère. On n'a pas trop de sol calcaire, donc on a une flore bien particulière. Donc de toute façon, l'idée, c'est de cueillir autour de chez soi. Et puis si vous n'êtes pas de la région, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que vous puissiez trouver peut-être autour de chez vous des associations qui vous emmènent vous balader et que vous puissiez ramasser. Et si vous êtes tout seul, vous ramassez. Et puis, du coup, mon idée, c'est qu'on puisse avoir un petit groupe WhatsApp ou autre. Hein, on verra avec les personnes présentes dans ce cours le mode de communication qu'ils préfèrent, Signal, Telegram ou je ne sais quel autre groupe, pas de problème, pour pouvoir communiquer, surtout s'envoyer des photos et s'aider à identifier. Du coup, ça va nous permettre de se soutenir les uns les autres dans un programme qui va durer sur quelques mois. Et je vais vous inviter à réaliser un herbier. L'idée de cet herbier, c'est que vous puissiez ramasser au fur et à mesure vos plantes, que vous les mettiez à sécher et que justement vous puissiez garder une trace pour ensuite être autonome dans la cueillette. Et vous allez voir que au début, ça peut être un peu fastidieux, mais c'est assez... on se prend vite au jeu. Et quand on a compris la technique et surtout le moment de cueillette, parce que si au début on fait tous des erreurs, elle est trop humide, donc du coup elle noircit, elle est moche, enfin voilà. On fait ces expériences. Et à l'issue de ça aussi, que vous veniez en sortie ou pas, hein, la réalisation de l'herbier, même si vous n'êtes pas en sortie sur Nantes, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi le faire. Et j'aimerais qu'on réalise ensemble un carnet de recettes. Donc évidemment, j'ai plein de recettes à vous partager, je vais vous en partager. Parce que moi, j'aime ça, expérimenter, découvrir les plantes sauvages, cuisiner avec. Et donc, je vais vous partager tout ça. Mais je vais vous inviter à partager vos expériences. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on soit comme ça en interaction, parce que c'est aussi le groupe qui fait qu'on avance. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous faire un cours de botanique, ça va être compliqué, et donc on va avancer petit à petit, mais je vais vous donner quelques bases. Donc, réaliser son herbier, vous voyez, je fais des tutos comme ça auxquels vous aurez accès, qui seront installés sur un drive. Donc, ça veut dire que vous pouvez y aller librement. Vous aurez le lien d'accès.
Je vous enverrai pas à chaque fois en PDF. Je préfère que vous alliez sur le Drive pour pouvoir récupérer les documents. Et puis ensuite, eh ben, vous allez pouvoir vous constituer un dossier avec ces différents tutos qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de solide que vous garderez auprès de vous, soit sur votre ordinateur, soit sur papier si vous avez envie de l'imprimer. Et évidemment, moi, je ne vais pas réinventer les magnifiques sites de botanique qui existent, tels que Tela Botanica et d'autres. Et donc, je vais régulièrement vous inviter à aller voir sur des sites spécialisés pour que vous puissiez en fait vous faire la main et que vous n'ayez plus besoin que je sois là pour vous, en fait, pour vous accompagner dans la recherche de tout ça. Pas de questions, tout va bien? Alors, je continue. Donc, les conditions, c'est des cours en ligne, pas d'engagement. Oui, pas d'engagement sur ce webinaire, bien sûr. Ce sera sur la plateforme Zoom parce que c'est une plateforme qui est quand même assez sécurisée, qui me convient bien. L'enregistrement des cours sera fait et donc le groupe classe pourra revoir les replays régulièrement. On a accès aux documents sur un drive qui sera partagé pour vous tous. Ensuite, les sorties, ce sera optionnel. Vous pourrez venir sur Nantes, mais si vous n'êtes pas sur Nantes et que vous ne venez pas aux sorties, ce ne sera pas compris dans le tarif en fait de l'ensemble. Mais je vous invite vraiment à chercher à trouver des groupes qui autour de vous aiment herboriser ou d'autres personnes qui ont l'habitude, parce que c'est ensemble en fait qu'on va réussir à améliorer nos connaissances. Et puis, quand même, je vous demanderai, même si vous ne venez pas sur les sorties, de cueillir pour votre herbier, puis de trouver des recettes, et puis d'oser cuisiner et de partager les recettes que vous aurez faites. L'accompagnement, c'est ce que je vous disais, un groupe de classe sur WhatsApp ou un autre canal de communication privé pour pouvoir envoyer des photos, vérifier si on fait une erreur ou pas, s'envoyer des recettes, s'entraider. Et puis, moi, ça me permet aussi de pouvoir vous accompagner de manière un peu plus ciblée entre deux cours. Et puis, vous avez donc accès aux replays. Les replays seront mis sur une plateforme YouTube et vous aurez un lien privé, en fait, avec un mot de passe qui vous permettra d'y accéder. Alors, les objectifs de la formation, c'est comprendre l'histoire de l'herboristerie, les apports des médecines traditionnelles et des savoirs populaires. Surtout, cueillir, acheter les plantes en respectant l'environnement, la biodiversité et le travail des cueilleurs professionnels. C'est qu'est-ce qu'on a comme bonne pratique, comme cueillette éthique, parce que ça devient très à la mode. Et du coup, on a des rafles sur certaines plantes. Et on a des plantes telles que la frétillère pintade, par exemple, dans nos marais, qui est encore présente, mais qui était tellement jolie qu'on la cueillait beaucoup pour faire des bouquets, sauf qu'en fait, elle est de moins en moins présente. Aussi parce que nos marais sont pas toujours respectés. Mais sur frétillère pintade, c'est pas une plante comestible, hein, je tiens à vous le dire. Et sur des plantes comestibles, par exemple, le fameux ail des ours qui va bientôt sortir de terre, à mon avis, là, on ne doit pas être loin. Eh bien, le problème de l'ail des ours, hein, c'est que c'est un bulbe, c'est une monocotylédone. Et donc, si on va tous cueillir aux mêmes endroits en quantité énorme, eh bien, on va avoir un gros problème de raréfaction de l'ail des ours. Donc, c'est important d'avoir une cueillette éthique pour préserver la biodiversité. On va faire évidemment attention aussi aux bonnes pratiques de cueillette pour nous, pour préserver notre biodiversité, notre santé, notre bien-être. Donc, ça veut dire ne pas accueillir des plantes toxiques, éviter les pollutions et puis d'autres pièges qui peuvent venir de la transmission de maladies qui viennent des animaux. L'idée, c'est d'être autonome dans la reconnaissance des plantes sauvages comestibles, de jouer avec des clés de base d'identification botanique. Ce que je vous expliquais, c'est que je ne vais pas faire un cours de botanique. Ça vous nécessitera peut-être d'aller vérifier des choses à côté, mais vous allez avoir des clés de base qui vont vous permettre de démarrer.
Et puis, évidemment, d'expérimenter différentes formes de transformation en herboristerie, dans l'alimentation, et de réaliser un herbier de plantes sauvages. Donc voilà un peu le programme. Je n'ai pas mis trop le détail là des 5 modules, mais on va faire les grandes familles, sachant que je ne vais pas partir que des familles, parce qu'il y a des moments où on va trouver des plantes qui sont super bonnes à manger, super intéressantes au niveau bien-être et santé, et que c'est des familles qui sont un peu pauvres, elles sont pas si représentatives. Là, je vous ai mis les grandes familles représentatives des plantes, les lamiacées, les astéracées, les apiacées, les brassicacées, les aliacées, les fabacées, les rosacées, les malvacées. Mais on verra d'autres familles. Et évidemment, quand on vous parle comme ça, c'est pas très fun. Mais si je vous dis derrière la moutarde noire, la mélisse, le pissenlit, l'angélique, pour les fabacées, l'acacia, les rosacées, on va parler de l'églantier, et les malvacées, on va parler de la mauve, là tout de suite, ça vous évoque un peu plus de choses. Bon, ceci dit, je vous embêterai quand même un petit peu avec, hop là, avec quelques planches botaniques, hein, on ne peut pas y couper. Et donc, là, vous voyez, c'est l'explication pour les astéracées, donc la famille des pissenlits, ce qu'on appelait avant les composés. Et donc, on voit un petit peu de quel type vont être les feuilles, comment la feuille va se mettre sur la tige, comment ensuite les feuilles vont être positionnées. Est-ce qu'elles vont être alternes l'une en face de l'autre? Est-ce qu'elles vont être palmées? Est-ce qu'elles vont être en éventail? Après, on va reparler des pétales. Donc, pour les astéracées, c'est des feuilles qui sont pennées, c'est les termes botaniques, hein, divisées à pétioles engainantes. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire engainant. On a 5 pétales et pas de sépales. On a des ovaires infères. On a un fruit qui se sépare en 2 parties, donc on dit diakène. Donc je vous parlerai de tout ça, mais après, quand vous allez parler de la plante, vous allez tout de suite comprendre. Ce sera plus clair. Et donc, quand on parle des plantes de la famille des astéracées, on parle de beaucoup de plantes telles que le pissenlit, la pâquerette, la camomille, l'aquilée, la bardane, la chicorée, le bleuet, le chardon-marie, la vergerette du Canada, mais aussi de plantes toxiques telles que le sénesson de Jacobée, par exemple. Donc, on verra évidemment, on ne pourra pas voir toutes les plantes, c'est énorme. Mais vous n'hésiterez pas, vous, à rajouter. Et puis voilà, je vous mettrai aussi dans les tutos à chaque fois des images comme ça avec des recettes. Et j'aimerais qu'on réussisse à faire un livret de recettes ensemble. J'en ai déjà réalisé un, mais du coup, avec vos recettes, ce sera encore plus fun. Donc là, c'est la recette du fameux pesto d'ortie, décoré par les enfants avec des fleurs de pâquerette qui sont comestibles et des fleurs, des pétales de calendula, du souci. Et là, j'ai un petit jeu, parce que moi j'aime bien jouer aussi, et donc je vous ferai des petites choses comme ça. Trouver l'intrus. Alors du coup, qui c'est qui va me trouver l'intrus dans cette planche? J'attends vos réactions dans le chat. Donc en haut à gauche, j'ai la luzerne, qui fait partie de la famille des fabacées. Là, on la voit en fleurs. Et son nom latin, c'est Medicago sativa. À côté, j'ai la camomille, mais matricaire. Son nom latin, Matricaria camomilla. On va utiliser sa fleur, et c'est la famille des astéracées. À côté, tiens, j'ai le sureau. Là, c'est les bêtes sureaux que j'ai. Le Sambucus nigra. Ça fait partie de la famille des caprifoliacées. La violette qu'on est en train de voir apparaître là, elle est magnifique. C'est vraiment la plante du printemps. On mange les fleurs et les feuilles d'ailleurs.
Viola sylvestris, la famille des violacées. Ah, je vois dans le chat qu'il y a une petite... oui! La consoude, donc feuilles, symphytum officinal, borraginacée. Le gaillet gratron, lui aussi, là, il est en train de sortir de terre, là, sortir des feuilles, il est incroyable. Feuilles, fleurs et graines qu'on mange, Gallium aparine, la rubiacée. La digitale, ses fleurs, Digitalis purpurea scrofulariacée. Et l'aubépine, feuilles, fleurs, baies, Crataegus laevigata ou monogina. Et c'est une rosacée. Et je vois dans le chat que vous me dites que la digitale est toxique. Mais bien sûr, bravo. C'était notre intrus. Toutes les plantes sont comestibles, sauf la digitale. Voilà. Donc, dans notre, sur les questions de conditions tarifaires, du coup, les cours, les 6 cours, là, 5, les webinaires, l'accompagnement et tout, est à 600 €. Vous pouvez payer en 3 fois. Ça passe sur la plateforme de billets web. Les prérequis, c'est les prérequis qui sont plus techniques, à savoir se débrouiller, être sur Zoom et puis être en capacité d'interagir avec un groupe de communication tel que Signal, Telegram ou WhatsApp. Mais vous inquiétez pas, paniquez pas si vous le faites pas déjà. On a vu dans d'autres groupes précédents, ça se passe très très bien. Avoir un ordinateur ou un téléphone, hein, avoir un micro, une webcam, et puis avoir une connexion pour pouvoir suivre tout ça. Et puis si vous êtes sur la région, du coup, les sorties, c'est 6 sorties, c'est 180 €. Et là, du coup, on se rend, je vous envoie un message sur le lieu de rencontre, on va découvrir les plantes sur le terrain. Du coup, on essaye d'aller ramasser quand on peut, mais il y a des endroits où on ramassera pas parce que c'est pas possible, parce qu'il y en a pas suffisamment pour tout le monde. Mais vous allez surtout pouvoir préparer pour ramasser pour une petite cueillette, il n'y a aucun problème, et puis ramasser pour votre herbier, pour mettre sous presse et puis préparer votre réalisation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Vous avez peut-être des questions suite à cette présentation, certainement. Et donc je laisse la parole à vos questions ou à vos commentaires, hein, si vous avez découvert des choses ou vous avez envie de partager des découvertes que vous faites. Oui, Ami? Merci. Oui, ben merci beaucoup, Emmanuel. Moi, je ne pourrais pas assister aux cours en ligne de question de disponibilité. Je voulais savoir si c'est toujours possible de participer uniquement aux sorties. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ouais. En effet, on peut s'inscrire. Alors là, je le fais en programme global et du coup, je propose ça comme ça. On peut venir aussi que pour une seule sortie, il n'y a aucun souci. Et de venir de manière sporadique, hein. J'ai pas changé les formules. Voilà, c'est toujours possible. Donc bienvenue sur les sorties. C'est les mêmes dates, hein. Ouais. Céline, pareil, j'imagine hein, que tu es déjà en formation, donc d'ailleurs, surtout inscrivez-vous par contre, si vous venez sur vos sorties, c'est important d'aller s'inscrire sur billet web, Terra Herba, parce que ça se remplit vite et je ne veux pas prendre des grands groupes. Donc, soyez les premiers à vous inscrire sur le billet web. Si je vois qu'il y a du monde en liste d'attente, je ferai d'autres groupes. Mais c'est important pour moi qu'on ne soit pas 30 à aller piétiner une prairie alors qu'on veut la préserver, quoi. Qu'on y vienne petit à petit. Emmanuel, j'ai une question sur Oui, les sorties. C'est est-ce que on peut venir accompagné de notre famille? oui, c'est Euh, possible. voilà, ok.
Tout à fait. Oui, oui, oui. C'est alors après sur la famille, j'ai déjà eu des tout petits, bon, c'est pas évident. Là, j'ai mon fils qui a 7 ans. Voilà, ben, pas de problème. Non, je dis les tout petits, c'est pas évident. C'est pas pour moi que c'est pas évident. En fait, c'est pour la maman ou pour la personne qui veut suivre. C'est pas facile pour elle parce que l'enfant, c'est normal, il va à droite et à gauche. Donc c'est juste ça, mais il y a aucun problème pour que les enfants viennent. Au contraire, c'est chouette qu'ils apprennent. Ouais, ouais. Mais non, je confirme, T'as essayé, t'as pas pu suivre, hein? c'est super de partager ça. Moi, je suis trop contente. Mais c'est vrai que dès qu'on a commencé un peu à crapahuter loin Ouais, 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 ouais. sur le chemin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Et après sur ce qu'on fait dans les sorties, c'est vraiment 2 heures où on va les découvrir, on va réapprendre, on va se réaffirmer, se retester sur nos connaissances. Et donc c'est toujours, toujours, toujours l'occasion de réapprofondir en fait des choses qu'on connaît déjà ou des choses dont on se rappelle plus. Et donc c'est l'intérêt un petit peu de le faire ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ok, ok. Je sais pas, Caroline, t'es loin, du coup, tu t'es en Vendée, donc c'était peut-être un peu compliqué de suivre les sorties. Oh, bah, non, c'est pas si loin, tu sais, on est voisines. Oh, bah alors c'est bon, ce serait formidable. Après, je me suis dit, mince, 10 heures midi, c'est peut-être pas top, ça veut dire qu'elle va Ouais, se c'est lever plus la ça, nuit. en fait. C'est la Oh, motivation pour me lever un samedi matin. ouais, c'est ça, ouais, je comprends. Mm. C'est plus là Alors après, j'ai envie de te dire, l'été, c'est facile. C'est plus cette période-là où Oui, il fait souvent nuit encore et c'est ça. t'as du mal à sortir de ton pieu. Ouais, ouais, je comprends bien. Mais Et c'est vrai que après, j'entendais que tu disais qu'on pouvait s'inscrire à pas toutes les sorties, en fait. oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai un programme, je fais une proposition de programme, mais si vous avez envie de venir qu'à une seule sortie, vous payez individuellement les sorties. Il n'y a aucun problème. Mm. Et ça, c'est sur ton site qu'on le voit, en fait? Ouais, c'est sur billet web Terra Herba. C'est le Ok. site d'inscription, en fait. Ok. Mm. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous avez eu des réactions ou des choses qui vous ont interrogé, interpellé? Est-ce que la botanique vous branche ou vous vous dites, oh là là, ça a l'air trop compliqué? Pas présenté comme ça, non, ça donne envie. Ok, ça paraît accessible, c'est ça? Ouais, c'est ça, je Oui, oui. confirme. Je confirme que moi, la botanique, mais avec toi, j'adore. Parfait. Merci. Donc, Carole, ça donne envie. Bon, bah, c'est parfait. En fait, moi, j'aime passer par l'expérimentation parce que c'est ce qui je pense que je suis une hypersensible, très sensorielle. J'ai besoin de ça. Donc, du coup, ça m'aide. Après, je voulais vous parler de bouquins. Euh, donc, ce livre-là, non, pas celui-là, pardon. On va commencer par un livre qui est vraiment un incontournable en botanique, puis qui est quand même pas trop, 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 on va dire pas trop. Il est assez technique, hein, il est scientifique. C'est le livre La botanique redécouverte de Aline Reynal-Roque. Donc, c'est un livre qui est intéressant. Il vous parle de physiologie végétale. On reprend les bases. Et donc, il y a des planches qui montrent l'appareil végétatif, les racines, la graine, les fleurs, les pétales. Donc, c'est pas mal. Je ne peux que vous recommander les MOOC de Tela Botanica. Donc, MOOC, M2OC, Tela Botanica. Donc, déjà, Tela Botanica, vraiment, c'est un site incontournable en termes de botanique au niveau français. Et donc, ils font des MOOC assez extraordinaires, très, très clairs. Et donc, ils ont un MOOC botanique. Et vraiment, je vous le recommande parce que on apprend énormément. Et les MOOC, le principe, c'est que c'est gratuit et accessible à tous. En matière de livres, bah, c'est vrai que moi, je me base aussi sur les cours de Flora Medicina.
Donc, vous voyez, elles ont simplifié les choses avec un tout petit guide comme ça, l'école canadienne, où elles ont remis, et c'est plastifié, donc c'est facile de partir avec. Et puis, il y a une flore, mais pour moi, les flores, Ouais. ça m'a tellement fatiguée. Tu confirmes, Céline? Non. Mais bon, voilà. En fait, quand vous faites de la botanique, vous passez par une flore, et puis après, c'est un peu le Sherlock Holmes qui cherche la plante à travers sa flore. Bon, la flore de référence en France, c'est la fleur Bonnier. Après, voilà, n'allez peut-être pas l'acheter si vous voulez pas commencer la botanique. Allez dans les médiathèques. Je sais qu'à la médiathèque de Saint-Herblain, ils sont hyper bien achalandés. Ils ont beaucoup de livres en fait sur les plantes, donc dans le rayon botanique, etc. Donc vous embêtez pas si vous savez pas si vous aimez ou pas la botanique, ne vous embêtez pas à aller chercher tout ça, allez les emprunter, essayez-vous et puis après vous faites votre choix. Et puis évidemment, on va avoir après des petits bouquins comme ça. Alors moi j'aime beaucoup cette collection-là, là, c'est chez Larousse. C'est des petits bouquins qui sont sympas où vous avez des répertoires des plantes et puis avec des recettes et comment vous les reconnaissez. Et puis il y a les livres de Thierry Thévenin qui sont super. Enfin voilà, on a François Couplan qui fait beaucoup de cuisine de plantes sauvages. On a le site de Christophe Bernard, Altea Provence, qui est une mine d'or sur les principes actifs des plantes et leur utilisation. Vous avez sur mon site aussi Terra Herba, du coup un certain nombre de plantes que je revisite dans une rencontre sensorielle, qui a donné lieu d'ailleurs à l'édition d'un livre. Donc c'est La nature est le miroir de mon âme. Donc il est sorti là le 19 décembre. Et donc dans ce livre-là, qui est un livre assez dense, je reprends chaque plante ou chaque arbre qu'on peut rencontrer au fil des saisons et je vous raconte comment les utiliser et les vertus qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, c'est bon, c'est assez costaud, mais vous pouvez emmener ça avec vous en sortie. Et puis il y a aussi les arbres, parce que j'anime des bains de forêt les dimanches matins. Alors, le prochain bain de forêt sera le 11 février à Orvaux. C'est des petites forêts chez nous, hein. C'est pas des grandes forêts, mais c'est des forêts intéressantes quand même pour pouvoir gérer le stress et calmer nos systèmes nerveux. Donc voilà un petit peu toutes les propositions. Et puis à savoir aussi, j'en profite là d'être en ligne avec vous, que le 29, 30, 31 mars, on va faire un week-end ayurvédique à Esnay en Vendée. Et donc, il nous reste 2 places avec Karine Huette de Essentiel de Vie. Donc, si vous avez aussi envie d'avoir les informations, tout est sur le site de Terra Herba. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous raconter. Est-ce que des personnes ont envie de prendre la parole, ont envie de reposer des questions ou... La parole est à vous. Et puis si vous n'avez pas de questions, écoutez, on va clore avec ça. Juste, moi j'aime bien clore avec une chose, c'est quelle est aujourd'hui la plante que vous avez envie d'aller rencontrer. Alors, vous pouvez le mettre en chat ou le dire directement si vous voulez. Moi, c'est le sureau qui m'intrigue. Le sureau qui vous intrigue, qui t'intrigue. Ok, super. Je me permets de tutoyer, hein, même quand on ne se connaît pas. Hein. Oui, oui. Mais en fait, on se connaît. J'ai On se déjà connaît. fait 2 ateliers. Ok, Carole. Ouais. Super. Donc, ouais, le sureau. Ça, j'aimerais, on va dire, un peu plus le maîtriser dans sa consommation. Ah, super. Très bien. Ah il est en abondance dans nos haies. Mm. Ami, c'est l'angélique. Ah ouais, alors celle-là, quand même, elle est protégée. Hein. Attention. Sauf celle que tu vas cultiver. Mais elle est protégée chez nous. Hein. C'est vraiment l'angélique des estuaires. Mais ouais, super. Mm. Il y a une formidable productrice, j'en profite pour leur faire des clins d'œil, des plantes autour de Nantes, c'est Magali.
Et donc Magali, elle a une angélique, mais qui est énorme. Et donc, quand elle fera des portes ouvertes, elle est sur Vertou, c'est tout simplement. Et quand elle fait des portes ouvertes, vous pouvez aller voir son angélique. Elle a de la graine, hein. Donc vous pouvez la ressemer dans votre jardin. Elle est magnifique. Didier, l'ortie, tu la manges déjà? Ben non, justement. Non? Je vais peut-être me faire des soupes d'ortie. Je vais Ok, essayer ça. super. Bah, si tu as un jardin, tu peux aller la chercher dans le fond de ton jardin. Oui, oui. Ah, c'est Oui, super. oui, j'en ai en face chez moi. Je suis bien, bien agencé, là, il n'y a pas de problème. Parfait. C'est bien pour te reminéraliser là après. Bien. Et puis j'essaierai d'aller peut-être à une sortie, je ne sais pas. Ouais, L'emploi du temps est assez chargé, même étant à la retraite. Alors, bon, j'imagine. c'était Parfait. super ce genre. Merci en tout cas de ta présence. Caroline, tu vas partir avec quelle plante? Bah écoute, moi si j'arriverais à les reconnaître, je serais très heureuse. Donc j'en veux pas qu'une, j'en veux plein. Ok, très bien. Mais je vais essayer de venir en Vendée un peu plus là avec la coopérative d'activité. On s'est élargi et ça y est, nous avons une antenne à La Roche-sur-Yon avec l'ouvre-boîte. Ok. Donc, faut que je trouve des dates pour venir faire des sorties à la coopérative. Ah ouais, ça Surtout que serait j'ai chouette. Ouais. rencontré un vannier extraordinaire qui est à Saint-Fulgent, qui fait du saule, qui fait ses paniers. J'ai fait une mangeoire. Enfin voilà. Donc, Bah écoute, avec plaisir, hein. donc ça viendra. Je vais venir en Vendée. Trop bien, merci. Tout le monde a pu s'exprimer. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci en tout cas pour votre présence, d'avoir été là. Merci à tous ceux qui vont regarder en replay. Et puis, si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas surtout à venir me les poser en direct. Et puis, je vous souhaite, alors d'abord, je vous souhaite de tous vous guérir, hein, de vous faire des infusions de laurier, de thym, de gingembre, d'ail, d'oignon et tout ce que vous voulez pour aller mieux. Et puis d'accepter cette phase qui est aussi une phase d'hibernation. Peut-être que c'est, vous savez, l'ours dans la tanière, il a besoin d'y aller de temps en temps. Donc la maladie, elle permet ça pour pouvoir ressortir en plein air, aller cueillir nos jeunes pousses. Et puis pour tous les curieux, vraiment, je vous souhaite d'aller dans la nature et puis de vous laisser attirer par toutes ces plantes qui sont à disposition. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci, Emmanuel. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Ouais. soirée. Tu nous entends encore, Emmanuel, ou pas?